S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 76e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit l'ex-8e joueur français au micro aujourd'hui, Thierry Assion, alias Biff dans le milieu. Notre invité a déjà plusieurs vies au compteur autour du sport qui nous anime, mais pas que. On parle de la création de son académie, bien sûr, la All In Tennis Academy, et de la mission que Biff s'est donnée, à savoir protéger au maximum les poulains, que son équipe et lui accompagnent au quotidien. Je vous laisse découvrir la suite. Biff nous partage entre autres une anecdote sympa avec Sampras pendant une des quinzaines de Roland-Garros. Il revient pour nous sur la collaboration fructueuse avec son coach de l'époque, à qui il doit beaucoup, un certain Nico Copin, passé sur le podcast épisode 72. On balaye beaucoup de sujets avec sincérité et franc-parler. Vous découvrirez que Thierry n'en manque pas, et ça fait du bien dans un milieu parfois aseptisé. C'est une interview réalisée en 2 temps. Celle avec Joe Tsonga s'était intercalée et j'ai pu demander au patron de lui glisser 1 ou 2 questions. Vous le verrez, c'est puissant. Biff peut ainsi nous confier sa vision de l'intérieur d'un joueur qui l'accompagne depuis maintenant plusieurs années. On termine même l'échange en revenant sur la rencontre avec la femme de notre invité dans un player lounge. Une belle histoire, je dois le dire. Tu peux récupérer le conseil coaching numéro 1 de Thierry Assion dans le premier lien en description de l'épisode. Thierry coach depuis plus de 10 ans sur le circuit, il a vu passer du lourd, ça ne pourra que t'aider dans ton jeu, ton coaching et même ton management. Sache que si tu es déjà abonné à notre newsletter, je t'enverrai ce conseil automatiquement. Enfin, avant de laisser place à l'épisode, on vient de sortir notre 11e masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya. C'est un honneur d'avoir pu enregistrer ce nouveau cours de plus d'1 heure avec l'ancien numéro 5 mondial et finaliste de Roland-Garros. La masterclass est dédiée à la gestion des émotions sur un court de tennis, ainsi qu'en match sous pression. Maya, sa femme, est coach thérapeute, et leur complémentarité est une force pour traiter ce sujet en profondeur. C'est l'opportunité de retrouver du calme dans ton jeu, de développer la notion de plaisir, même dans les moments chauds, et d'accéder à ta zone mentale, cet état de pilotage automatique qui te permet de pleinement performer. Henri et Maya font une dizaine d'interventions d'entreprise par an, en se servant notamment de la finale ratée à Roland et du comeback de Lecomte en Coupe Davis 91 pour comprendre, exemple à la pluie, comment se remettre en question, gérer son mental et mieux exploiter son potentiel. Tu vas te régaler et apprendre considérablement sur la gestion de tes pensées sur et en dehors du cours. Toutes les masterclass sont garanties satisfait ou remboursé à vie avec une simple demande par mail. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller 2 classements avec ce nouveau cours en description. Toutes les masterclass sont garanties satisfait ou remboursé à vie avec une simple demande par mail. Alors plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller les 2 classements devant toi. Il est possible de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec la formule abonnement ou alors de récupérer là où les masterclass de ton choix en cliquant sur le 2e lien en description. Et si tu as la moindre question, écris-moi à max@tennislegende.fr et je t'enverrai les infos par mail. Place maintenant au 76e épisode avec Thierry Assion. Bonne découverte et bonne écoute à tous. J'ai une intro sur toi, Thierry, et puis après on peut basculer sur les questions. L'idée, c'est vraiment de parler du circuit, de ton expérience en tant que joueur et coach. Ouais. Et j'ai un créneau avec Joe à 11h, donc Pas de souci. on verra bien ce qu'on arrive à faire. Et puis si tu es peut-être dispo un autre matin pour éventuellement compléter ou quoi, on verra où on en est, quoi. Ça te va ? Pas de problème, t'inquiète pas. Joe, il a plein de trucs à dire aussi. Ah bah ouais. Joe, son gars, hein. Ouais, Joe Tsonga, ouais. Écoute, très bien. Ouais. Très bien. Comme c'est pas forcément évident de… Bah toi non plus, c'est pas forcément évident de caler un créneau, mais bon, faut en profiter, quoi. Alors… Ah, je suis plus strict lui, hein, qu'il fasse pas croire qu'il est surbooké, hein. C'est pas possible. Il y a plus de choses à faire que lui, hein. Ok. Bon, je fais ta présentation et puis hésite pas à me dire s'il y a des trucs à modifier. Ouais. Alors Thierry, enfin Biff, t'es né le 17 janvier 81 à Villeurbanne, près de Lyon. Tu mesures 1,88, le poids restera secret. Tu as commencé le tennis à 8 ans avec ton grand frère Frédéric. Il y a du champion de boxe dans la famille. Ton oncle est champion d'Europe et un autre oncle a été champion du monde militaire. Tu as joué au foot jusqu'à 12 ans, puis tu as décidé de te concentrer sur le tennis. En 2003, tu exploses, tu gagnes 455 places, 2 challengers et joues tes premiers grands prix à Bangkok
en perdant au deuxième tour contre Tyler Dent. Tu passes un tour à Metz et te qualifies à Bercy contre Tchela en lui collant 0-3 en 41 minutes au premier tour. Pétri de crampes parce que ce match te fait intégrer le top 100 en ayant l'honneur de jouer Roger au tour d'après. 81e à ton meilleur en 2004. Tu as essentiellement joué sur le circuit secondaire en gagnant 8 grands chelems, dont 4 fois celui d'Andrézieux, à côté de Saint-Étienne sur moquette. Tu as été sélectionné en Coupe Davis en 2004 contre la Croatie. Tu perds contre Lubitschik en disant sur Wheel of Tennis que tu avais mouillé comme un voyou. Bon, ça peut arriver. En 2004, tu bats Nadal, 18 ans, à Chennai, puis Félix Mantilla, 23e mondial au premier tour de l'Australian Open, avant que Rafa prenne sa revanche au tour suivant. Les Espagnols te réussissent parce qu'en 2010, tu t'envoies ton premier top 10, David Ferrer à Valence. Tu as joué les 4 tournois du Grand Chelem, sorti notamment Silic à Roland en 2007. Ta surface préférée est donc, avec grande surprise, la défunte moquette, qui n'existe plus sur le circuit, et ton coup fort, le revers. Tu as été le dernier joueur à perdre contre Marat Safin sur le circuit. C'était à Bercy en 2009, 7-6 à la belle en ayant eu 3 balles de match. Cette année-là, tu te blesses à l'épaule suite à un accident de moto. Ton dernier match à toi est à l'Open de Moselle, à Metz en 2010, et tu te fais voler toutes tes affaires ce jour-là. Pas de bol. Pas du genre à te reposer sur tes lauriers, ta reconversion est bien occupée. En 2010, tu as créé ta société de conseil et placement immobilier LGB. Tu as été consultant sportif pour Canal, entraîneur de Kristina Mladenovic un an. Tu es clerc de notaire en Moselle depuis 2012. Tu investis fortement dans l'organisation du tournoi de Metz dont ton pote Julien Bouter est le directeur. Tu es d'ailleurs le parrain de son fils. En 2015, à Paris, tu montes la All In Tennis Academy avec Marc Jiquel et Nico Copin, entre autres. Et au cas où tu t'ennuies, tu coaches Joe Tsonga en parallèle. Tu es directeur du tournoi de Lyon qui a fait son retour en 2017 dans un écrin incroyable, le Parc de la Tête d'Or. Tournoi particulier parce que 10 ans plus tôt, dans le Player Lounge, c'est là que tu as rencontré ta femme. Tu supportes donc naturellement l'Olympique lyonnais. Tu es papa de 2 garçons. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de primordial, Thierry, à ajouter? Non, tout va bien. Tout va bien. Est On est bon. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ton surnom est Bif? Bah, parce que je suis comme ça depuis que j'ai 16 ans. Et voilà. Non, mais c'était à Boulouris à l'époque, j'avais 16 ans. Et il y avait Jérémy Delimboeuf qui, lui, s'appelait, voilà, on l'appelait Off the Beef. Et après, c'est lui qui a dit, attendez, arrêtez de m'appeler comme ça. Le vrai, c'est lui. Donc voilà, on m'a toujours appelé comme ça. Et quand on m'appelle Thierry, je me retourne pas. Voilà. C'est énorme. Est-ce que tu peux nous… Ouais, écoute, on m'a toujours appelé comme ça. Est-ce que tu peux nous recontextualiser le démarrage? Comment tu as découvert le tennis? Bah, en fait, c'est assez simple, hein. C'est que voilà, mon père voulait nous mettre dans un sport collectif et individuel. Donc, je faisais du foot déjà depuis que j'avais 6 ans, je pense. Et puis après, bah voilà, il jouait un tout petit peu au tennis, mais vraiment un petit peu. Et en fait, on habitait à Jonage, nous, dans le 69, et on avait le terrain de foot qui était pas loin du terrain de tennis, en fait. Donc, on a commencé à jouer. Et puis, il y a eu une détection apparemment à la ligue où les clubs pouvaient inscrire les meilleurs gamins de leur âge, 3-8 ans. Et moi, la prof, c'était une dame qui s'occupait de moi à ce moment-là, a dit, bon, on va inscrire Thierry, il est assez costaud, on sait jamais, comme il est un peu plus grand que tout le monde, peut-être qu'il va s'en sortir. Et bah, j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai dû perdre en finale de ce tournoi-là alors que je jouais depuis 6 mois. Et puis après, je suis rentré à la ligue et puis j'ai fait tout le protocole classique. Voilà. Ta progression de non classé à numéroté, elle a été… Tu peux nous faire les étapes? Alors, j'ai dû faire non classé 32, 32, 31, 31, 15-3, 15-3, 15-2. Je suis resté à 15-2 après. J'étais au Crêpes de Reims, là, au sport études de Reims à ce moment-là. Donc, j'ai fait 15-2, 15-2. Et après, par contre, ça a été vite après. Après, j'ai dû faire 15-2, 4-6, 4-6, 1-6, 1-6, moins 4. Moins 4, moins 15, moins 15, numéro 49. Et puis après, première série. Après, ça a été assez… j'ai pas trop perdu de temps après. Quand tu étais top 100, tu étais numéro combien français? Je devais être 7 ou 8. Hein, on était beaucoup. Hein. On était beaucoup. Je crois que j'étais 8, je crois. Et à quel moment quand tu es jeune, à quel moment tu commences à rêver de quelque chose? Et tu rêves de quoi précisément? Jamais. T'as jamais rêvé d'être pro? Je rêve jamais, en fait. Non, c'était vraiment une suite logique. C'était un choix que j'avais fait. C'était vraiment pas un rêve. C'était et c'est pour ça d'ailleurs que que peut-être je suis arrivé premier de ma génération dans l'essence parce que j'avais pas de rêve en fait. J'ai jamais rêvé d'être un champion de tennis. J'ai jamais rêvé quoi que ce soit.
C'était juste, voilà, j'étais dans un système où je jouais au tennis. J'avais décidé d'arrêter les études pour ça. Alors, j'avais arrêté en première, mais j'ai décidé, je me dis, voilà, tout tournera autour du tennis, en fait, que ce soit par la profession ou par autre chose. Voilà, donc, et puis, donc, petit à petit, j'aimais ça, j'aimais m'entraîner. J'ai eu beaucoup de chance aussi dans les gens qui m'ont encadré. Vraiment, j'ai jamais eu, moi, de soucis, de regrets de coach ou quoi que ce soit. J'ai eu des gens super sur mon parcours, donc les choses sont faites assez naturellement, en fait. Vraiment, j'ai vraiment pas. Évidemment, moi, c'est la Coupe Davis 91 à Lyon qui m'a rendu complètement fou, mais pas au point de me dire, comme plein qui racontent des super histoires, oui, moi, c'est ça qui m'a donné envie de jouer au tennis. Non, moi, c'est pas ça du tout, en fait. J'ai jamais joué au tennis tout court. Je voulais pas être une star, je voulais pas soulever des trophées. Voilà. Et puis après, je voyais que j'étais pas si mauvais que ça, qu'il y avait une suite logique entre l'investissement et les résultats. Et après, voilà, ça a continué comme ça. Et après, par contre, moi, j'ai eu un gros problème au poignet à 19 ans, en 2002, je pense. 2002, je crois que c'est ça. 21 ans, pardon. Et en fait, là, j'aurais dû arrêter le tennis. Les médecins m'ont dit, écoute, t'as quelque chose au poignet ou bah, si fais attention, bah, essaye de jouer de l'autre main, c'est vraiment ta passion, quoi. Donc là, je crois qu'ils ne sont pas rendus compte. Je me souviens très bien de ce rendez-vous chez le docteur Montalvan à Roland-Garros, où il fait venir un spécialiste du poignet qui me dit, écoutez, vous avez un œdème osseux, là, il y a plein de gens qui s'en remettent pas. Vraiment, si vous aimez le tennis, je vais de la main gauche. Et là, je me suis rendu compte que j'avais de la chance. Et là, je me suis rendu compte que je faisais peut-être pas tout pour y arriver. Et un an après, j'étais en descente. Wow. Alors que j'étais non classé à ce moment-là, j'étais redescendu. Donc voilà, moi, c'est vraiment cette fameuse phrase que j'essaye de dire à tous mes joueurs. Attendez pas d'avoir des catastrophes dans votre vie pour arriver à prendre des décisions et justement, et soyez proactifs dans vos décisions et vos envies. Bah voilà, bah moi je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Voilà, j'ai dû attendre de me rendre compte que bah, j'allais peut-être plus jouer au tennis pour ça. Et puis il m'est arrivé une deuxième fois quand j'ai eu mon accident de moto là, où là j'aurais dû vraiment y passer. Et là je me suis dit bon allez, on va retenter l'aventure. Et bah pareil avec Nico Copin, il m'a repris. J'ai rejoué correctement au mois de février, au mois de septembre j'étais dans les 100, alors que j'avais plus de points. Donc c'était sympa. Putain, C'était incroyable. cool. Chez les juniors, tes meilleurs souvenirs sportifs, c'était lesquels? Les juniors, c'était justement de côtoyer ces grands chelems, de côtoyer les meilleurs de mon âge, de me rendre compte que j'étais pas si loin que ça. Alors après, voilà, il y avait toujours ces petits trucs entre l'INSEP et les Oppoles. Donc l'INSEP était favorisé sur les tournées juniors. Nous, on les jouait pas trop, les tournées juniors. J'avais juste eu, moi, la chance de faire l'Australie seulement. J'ai rien fait d'autre que l'Australie. J'ai pas fait l'US Open junior, j'ai pas fait Wimbledon junior parce que bah, les joueurs de ma génération étaient meilleurs que moi en classement. Et puis ça m'a permis moi justement de commencer à faire les futurs, les choses que les satellites un peu plus tôt que les autres. Et bah peut-être d'arriver dans les 100 plus tôt que les autres aussi, puisque voilà, j'avais pas de contrat, j'étais pas le meilleur. Et puis j'étais tranquille, je faisais mon petit, voilà, j'étais un peu derrière moi. Avec ma personnalité, c'était pas dérangeant. Alors ma personnalité a évolué dans le temps. Je suis beaucoup plus devenu un leader et un chef d'entreprise aujourd'hui qu'à l'époque, mais ça me dérangeait pas d'être derrière, vraiment pas. Et t'aurais une anecdote chez les jeunes qui t'est resté, un truc sympa à raconter? Bah ouais, je me souviens que j'ai joué en fait, j'étais parti signer bah moi c'est Roland-Garros Junior en fait, qui est surtout très marrant pour moi. En fait, à 16 ans, donc j'étais pas dans les meilleurs, j'étais signé au Calife à Montrouge à l'époque. Et je devais voilà, et il fallait se qualifier, mais d'abord il fallait pouvoir rentrer ou avoir une wildcard. Et en fait, tous les joueurs sont rentrés, donc j'ai une wildcard et je me suis qualifié. Je me suis qualifié à Roland Junior et je joue Lubicic au premier tour. Et en fait, Lubicic, il m'a suivi toute ma carrière parce que le premier challenger que j'ai joué, je l'ai joué. Le premier match de Coupe Davis que j'ai joué, je l'ai joué. Voilà, le premier quart à Lyon que j'ai fait, j'ai perdu contre lui, c'était au troisième. Donc voilà, j'ai toujours eu un lien assez étroit avec lui, c'est marrant. Et son coach Piatti s'en souvient très bien parce que maintenant il me dit maintenant on va suivre toute notre vie parce que maintenant que je monte l'académie à Villeneuve-Loubet et que lui il est sur la frontière, et là voilà, on est souvent en contact et on réfléchit à comment on peut mutualiser nous nos joueurs et choses comme ça. Mais voilà, et l'année d'après je joue Lopez, je perds 17-15 au troisième alors qu'il était numéro 3 ou 4 mondial et moi j'étais donc placé en junior et donc voilà, donc ça c'est Lopez et après voilà, et je rejoue l'année d'après en junior. Et on me dit ah putain faut pas jouer Coria, je me tape Coria, donc c'est assez marrant. J'ai toujours eu et en Australie le peu de tournoi junior que j'ai fait, j'ai joué Melzer qui était deuxième mondial, donc j'ai toujours joué les meilleurs, que j'ai toujours accroché.
Parce que Lopez, il se passe ça. Coria, je lui prends un set, je le fais en 3-7, je crois. Et voilà, donc ça, je me suis toujours dit, bah, c'est marrant parce que tout le monde en fait des caisses, mais je suis pas si loin que ça, ces mecs-là. Je suis pas si loin que ça. Je suis pas si loin que ça en termes de jeu, de qualité physique, de qualité de frappe. Voilà, je serais peut-être pas aussi fort qu'eux, mais je pense que je peux y arriver. Je peux faire des choses. C'est-à-dire que quand tous tes potes de l'INSEP étaient en train d'enchaîner les juniors, toi, tu t'es lancé plutôt sur les futurs satellites Challenger? Bah, je me suis lancé, alors Challenger, malheureusement, je pouvais pas, mais mes futurs satellites, tournoi français, voilà, j'essayais de gagner ma vie. En fait, moi, j'avais décidé comme j'ai dit, de devenir professionnel par le tennis. Donc, qui dit professionnel, dit essayer de gagner sa vie. Et voilà, donc pendant que je voyais des photos, ils avaient leur compte Nike de rêve avec les gros carrés, les contrats internationaux, tout ça. Et ben moi, bah, j'allais faire mes petits tournois, mais je les enviais pas en fait. Je me demandais ce qu'ils vivaient, de me dire voilà, qu'est-ce que c'est d'aller jouer les sites que tu vois à la télé, de côtoyer les top joueurs. Voilà, je me disais ça doit être fabuleux. Alors quand c'est sûr, alors nous en plus on avait cette ambiance de Roland Garros où on arrivait à voir ce qu'ils pouvaient vivre dans les autres grands chelems, mais d'aller à New York, d'aller jouer Wimbledon, enfin c'était quand même assez exceptionnel. Donc je vivais par procuration, à travers leurs yeux. Et en faisant partie de la Fédé, tu avais le droit de faire ta propre prog et d'être un peu indépendant, ou à ce moment-là, tu étais en dehors du giron fédéral? Bah non, j'étais à la Fédé, c'est juste que j'étais vraiment moins bon, donc on était un peu moins regardant sur mes programmations. Un peu moins regardant, fait que je joue, donc j'allais jouer ce que je pouvais. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP et ce que tu as ressenti? Mon premier point ATP, c'est sur une tournée d'été, encadré par Jérôme Potier, qui a été mon entraîneur pendant 7 ans. Et je suis à Aix-les-Bains. Et à l'époque, quand on avait un point ATP, ça nous permettait d'être sûr de pouvoir jouer toutes les qualifs de futur. Donc, c'était hyper important d'avoir un point. Et je joue Jean-René Lisnard, qui devait être 300e mondial, qui était déjà très fort pour moi. Et ben j'ai gagné. Donc j'ai eu mon premier point à Aix-les-Bains, voilà, où je suis repassé devant le club il y a 1 an, parce que mon frère s'est marié juste à côté. Ouais. Et c'était marrant. Ouais, moi il y a des trucs assez marrants. Il y a des trucs assez marrants dans ma vie géographique, parce que les 2 seuls tournois où j'ai bien joué quand j'étais gamin, c'était le TCBB là à 12 ans. Et il s'avère que 30 ans après, j'ai acheté des bureaux en face du club, ouais, sur les péniches là à Boulogne. Là, le truc de Lubitsch, c'est assez marrant. Voilà, là aujourd'hui, j'ai que des gens avec qui j'ai grandi, qui ont suivi toute ma carrière, que j'ai pris dans mon académie et qui bossent avec moi. Voilà, j'ai un protocole assez unique en termes de relations humaines et géographiques. J'ai fait un épisode hier matin avec Jérôme Potier, qui est détonnant. Hein. Il est formidable. Qu'est-ce qui t'a transmis en 7 ans? Parce que c'est pas un mec qui va énormément parler et beaucoup se confier. Qu'est-ce que toi, tu t'as vraiment construit à ses côtés? Bah, c'est lui qui m'a construit, en fait. Il a fait partie vraiment des premières personnes à avoir eu confiance en moi, déjà. C'est le premier à me dire, mais Biff, tu frappes comme une mule, tu as des qualités, je crois que tu te rends même pas compte. Donc, c'était le premier à croire en moi. C'était le seul qui pouvait m'entraîner à l'époque, après mon problème de poignet. Donc, c'était le seul, voilà, qui a dit, bah, moi, je vais l'entraîner. Donc, je me rappelle, il entraînait à l'époque, à la chaîne, comme ça. Et qu'il entraîne Assion, qui avait 19 ans, qui était 800e mondial, ou qu'il entraînait Bouter, qui était 40e mondial. Il mettait la même intensité, la même énergie, le même professionnalisme. Et aujourd'hui, Jérôme Potier, bah, ça me convenait bien, parce que j'étais pas un grand communicant non plus à l'époque. Je parlais pas beaucoup. Donc, ça m'allait bien de pas toujours parler de la vie, de pas toujours créer des relationnels. On dit toujours, faut comprendre le joueur par cœur pour l'aider. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il faille, je crois pas qu'il faille tout savoir, tout maîtriser, tout connaître. Et voilà, on avait cette distance-là avec GG. Moi, j'avais un respect pour lui énorme. Alors, j'avais pas de respect par rapport à sa carrière de joueur parce que je la connaissais pas, mais j'avais un respect déjà d'un coach qui a mis de l'énergie pour un mec comme moi. Et il m'a fait rentrer dans les 100 en 1 an et demi. Voilà, dès que j'étais en difficulté, il a toujours été là. C'est quelqu'un que j'ai régulièrement au téléphone. C'est quelqu'un de très important pour moi, Jérôme. Vraiment très important pour moi. Et pour beaucoup de joueurs français, d'ailleurs. Ouais, il a eu entre 140 et 150 joueurs pro entre les mains. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et puis, il a un bon pourcentage de joueurs qu'il a mis dans les 100 aussi. T'as mis 1 an et demi dès l'instant où tu t'es lancé sur le circuit à intégrer le top 100?
Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mais nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa sur toutes ces plateformes, ça fait vraiment chaud au cœur. Et récupère maintenant le conseil coaching numéro 1 de BIF qui a été top 100 et a notamment entraîné Richard Gasquet, Joe Tsonga ou encore Hugo Humbert. C'est du lourd. Et si tu veux mieux gérer tes émotions sur le court, tu as accès à notre 11e masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya qui est coach thérapeute. Ce nouveau cours est dédié à la gestion des émotions sur un court de tennis ainsi qu'en match sous pression. Tu vas pouvoir retrouver du calme et du plaisir sur le terrain. C'est le 2e lien pour découvrir la bande-annonce. Allez, on y retourne. Le moment où j'ai commencé à revenir de ma blessure là, de mon poignet, j'ai travaillé avec lui. On a commencé à travailler ensemble en juillet 2002. En novembre 2003, je descends. Ah ouais, c'était assez rapide. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur cette jungle un peu du circuit secondaire? Ma pire galère, ça a été on avait fait un circuit à Cuba, Mexique. On a fait 2 semaines à Cuba, 2 semaines au Mexique. Et en fait, à l'époque, on partait à 8 joueurs français. Donc, en fait, on faisait juste ce critérium, parce qu'on jouait tous les mêmes tournois, on se jouait sans arrêt. Et il s'avère qu'on a tous perdu à 24 ans d'intervalle. On a tous voulu rentrer. Et ils ont réussi à tous changer leur billet à part moi. et en fait, je me suis battu comme un chien. Je me rappelle, il y avait Jean-Christophe Forel à l'époque qui avait son papa qui voyageait beaucoup et qui avait des tonnes de miles. Et donc, en gros, JC m'avait filé son billet. Il avait pris des billets par les miles de son père. Et ça m'avait permis de rentrer alors que je pensais rester à Mexico City pendant plus d'une semaine. Et je me rappelle, je me suis mis dans l'avion, je me suis endormi. Et c'est les mecs qui m'ont réveillé en arrivant. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, il faut savoir que je dors pas. Et j'ai dormi comme ça 11-12 heures de suite, de stress, de fatigue, de nervosité. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur, les satellites, les futurs, c'est vraiment super dur. On avait dû dépenser des fortunes alors qu'on avait gagné 3 points, je pense. Quand on s'était tous entretués, on avait gagné 2 points chacun. Enfin, c'était ridicule, quoi. C'était ridicule, ces circuits-là. Jérôme Enel a sorti la même tournée avec des conditions, c'est pas étonnant. des conditions sanitaires C'est pas étonnant. assez étranges. Wow, j'ai des photos, là. Je revois encore des photos, là, sincèrement. C'est d'avoir on jouait une espèce de boule au ventre. Franchement, c'est dur. C'est pour ça que j'ai voulu passer de l'autre côté maintenant pour essayer de détendre un peu tout ça et d'aider des joueurs parce que vraiment, on avait une espèce de boule au ventre. C'était dingue. Quel a été ton gros pétage de câble sur un court? Tu t'en souviens? Sur un cours, j'étais assez silencieux. Alors, je ne parlais pas beaucoup. Alors, par contre, ce qui sortait de ma bouche, c'était pas vraiment super. Pour être honnête, je disais vraiment des saloperies. Je disais des grosses saloperies. Je disais pas grand-chose, mais quand ça sortait, c'était pas très propre. Le plus gros pétage de câble, c'est pas sur un cours, c'est en dehors d'un cours. Je suis avec GG sur une tournée d'été. C'est en 2004. On est à Cincinnati. Je viens de faire le dernier tour des qualifs contre Karlovic. Et on sort du match et il me dit, écoute, Biff, je pense que tu vas être lucky loser. Nalbandian va se retirer. Je lui dis, je m'en fous, je me casse quand même. Je veux pas jouer, j'en ai marre. Il me dit, mais attends, c'est beaucoup d'argent, c'est important pour toi. Et là, je suis à la réception. Je suis à la réception avec Nalbandian. Donc, Nalbandian se barre. Donc, j'ai juste à dire, écoutez, je reste. Je suis quand même parti. On pouvait plus, quoi. Je suis quand même parti. Je me suis assis pour l'époque sur $7,000, qui était une fortune, quoi. Je pouvais plus. Et après, j'étais parti dans un camping en Corse avec mon frère. Je m'en souviendrai toute ma vie, cette période-là. 2004. L'été 2004, là, c'était dur. Comment tu gérais le financement de tes saisons avant de commencer à mettre de l'argent de côté? Alors, moi, en fait, j'avais pas d'agent. En fait, j'avais un notaire qui s'occupait de moi, qui est toujours mon ami, mon mentor, avec qui je fais beaucoup de choses. Et je faisais des choses à côté, en fait. Je faisais un peu d'immobilier à côté qui me permettait de sécuriser pas mal de choses. Et donc voilà, plutôt que d'aller faire des tonnes de matchs par équipe et des tonnes de tournois qui allaient me permettre de gagner de l'argent, j'ai essayé de gagner de l'argent à côté. Okay. De gagner de l'argent à côté pour pouvoir partir sur le circuit. Mais c'était chaud, hein. C'était chaud. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti quand tu as enfin passé cette barrière du top 100? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté au début. Parce que voilà, beaucoup de fierté, beaucoup de respect pour GG qui a été le premier à me dire tu vas aller passer si tu le fais.
Voilà, donc c'était beaucoup de fierté. Et après, c'était assez bizarre parce que comme j'étais le premier de ma génération 81-82 à passer la barre, là, et que tous les joueurs, ils n'arrêtaient pas de dire, attends, mais si Biff y est arrivé, nous on sait, on va y arriver. Donc c'était assez spécial en fait. Donc je l'ai très vite désacralisé cette barre parce que je me suis dit bon bah finalement j'y suis arrivé assez vite à partir du moment où j'ai décidé d'être professionnel. Et puis après ça m'a permis voilà de repartir en Australie, de payer un billet d'avion en business à mon père, de m'acheter un bel appartement. Voilà, ça m'a permis d'avoir un nouveau statut, mais ça n'a pas changé vraiment les choses quoi. À part évidemment économiquement parce que je faisais tous les tableaux de Grand Chelem. Voilà, la Coupe Davis, ça a été un peu différent, pareil, c'est un peu, voilà, c'était vraiment génial. La seule chose qu'il y a, c'est comme il y avait des problèmes internes à l'époque en équipe de France, en fait, moi, quand je me rappelle, Forget m'appelle et qu'il me dit, écoute, Thierry, je vais te sélectionner. 2-3 jours après, j'achète l'équipe. Je me dis, bon, il va y avoir un petit mot sur moi. En fait, il n'y a rien eu sur moi. Ils ont juste dit que Santoro se faisait virer de l'équipe, en fait. Donc voilà, donc j'en ai pas vraiment profité. Je me souviens très bien des journalistes bienveillants à la fin de mon match contre Lubitsch, où je dois perdre, je sais plus, 7-6, 7-5, 6-4. La première question qu'on me pose, c'est Thierry, est-ce que vous vous sentez à votre place? Alors que j'avais rien demandé, moi. Hein. Enfin voilà, je faisais pas du copinage, je faisais rien du tout. Voilà, ils considéraient que j'avais ma place, donc je l'ai prise. Donc voilà, tout ça m'a très vite insensibilisé sur ce milieu, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté très tôt, parce que ce milieu, j'en pouvais plus. Et c'est pour ça qu'après, je me suis mis très vite à monter des académies, à entraîner pour protéger les gens. Et voilà, je sais pas quel retour t'as sur moi, mais je suis surtout très protecteur en fait vis-à-vis des gens qui travaillent avec moi et pour moi. Et voilà, ce milieu est vraiment tellement difficile que par contre les gens qui m'entourent, ils sont protégés quoi. Vraiment, je peux prendre les coups pour eux. Dont Joe d'ailleurs. Ce serait intéressant que tu lui demandes. Voilà. Bah Thierry, toi, voilà. Parce que voilà, je suis assez protecteur quand même. Je suis assez protecteur. Je note. Bouge pas, je note. En réalité, j'ai pas beaucoup de retours sur toi en tant que humain. Enfin, alors, tout le monde me dit que tu es entrepreneur de ouf et très occupé, que c'est pas évident. Mais non, on m'avait pas parlé de ce côté protecteur. C'est intéressant à savoir. Est-ce que Michael Yodra a osé te retourner ta piole et te bisuter en Coupe Davis? Alors Mika, c'est marrant. Hein. On était dans la chambre ensemble à Bouloris à 16 ans. Donc on se connaît depuis très longtemps. Hein. Et c'était lui qui m'appelait avant Forget en pleine nuit en Australie. Il était encore en Australie parce qu'il jouait le double. Et il m'a dit Biff, il y a Forget qui va t'appeler pour te sélectionner. Et Lodra m'a bien bousillé ma chambre. Mika, on était vraiment très proches. C'est un mec que j'adore. Chacun part dans ses directions, mais ouais, c'est un mec unique. Est-ce que tu peux nous sortir un ou deux matchs qui ont vraiment marqué ta carrière, tes plus gros frissons que tu as vécu sur le court? Alors, mes plus gros frissons, je dirais la première année quand je gagne Andrézieux, là, je sors des qualifs. Je me rappelle, je bats Lionel Roux au dernier tour des qualifs, qui était un peu l'emblème lyonnaise de l'époque. Ouais. Moi, 600 ou 700, lui, il était 220. Et après, c'est dans le tableau, en fait. C'est dans le tableau où j'ai battu Di Pasquale, qui était dans les 100. J'ai battu Mahut, qui était vraiment la star de notre génération. J'ai battu Andreas Beck, qui avait mon âge et qui gagnait tout, qui était déjà 75e mondial. Et ça, c'était un frisson à la fin du tournoi où je me suis dit, mais attends, mais tout est possible, en fait. J'ai fait 8 matchs de suite, j'étais même pas fatigué à la fin. Enfin, l'adrénaline du jeune gamin fougueux qui rentre chez lui tous les soirs avec ma famille, mes potes, voilà, qui m'aide. Et voilà, ça c'était un gros frisson, ce premier challenger. Ensuite, quand j'ai battu Silic à Roland, où je devais jouer la veille, où je joue pas, et finalement on était sur un beau cours, on était sur le 7, finalement on me déplace sur le 11, et je me dis putain, fais chier. J'allais me faire un kiff contre un bon joueur et finalement je suis sur le 11 et je me dis il faut absolument que je le gagne celui-là pour jouer Roger sur l'Endless. Je crois que j'avais gagné 2-2 et 1 je crois en 1h15. J'avais fait un match où c'était un carnage. C'était carnage, c'était tout, je volais sur l'eau en fait, c'était assez dingue. Je marchais sur l'eau à ce moment-là. Donc il y a ces deux moments-là et puis bon, il y en a plein des super matchs hein. Franchement, j'ai adoré un joueur de tennis, il y en a plein mais c'est vrai que pour le coup, moi j'ai vraiment switché hein. Je parle
très très peu de moi en tant que joueur. Hein. C'est-à-dire que là, tu m'as rappelé plein de trucs là. Moi, je suis vraiment passé de l'autre côté, quoi. Je suis vraiment devenu un coach, un coach, un formateur. Ouais, ma carrière de joueur, ouais, pour moi, elle est vraiment, elle a disparu, quoi. Elle a Et ça te disparu. saoule d'en Moi, parler moi, je parfois? me suis servi d'être joueur de tennis pour être qui je suis aujourd'hui, en fait, plutôt. Ouais. Voilà. Ça, Plutôt. ça peut t'énerver d'en parler de ta carrière de joueur? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est surtout mes entraîneurs qui ont été frustrés. Parce Ouais. que voilà, j'avais ce qu'il fallait pour être plus fort. Alors, j'aurais pas été 20e mondial, mais j'avais ce qu'il fallait pour être dans les 50 premiers pendant 3-4 ans, je pense. Sauf que je faisais tellement de choses à côté qui ont fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Alors, j'en parlais pas beaucoup parce que tout est critiquable dans ce milieu. Donc, j'étais très discret sur ce que je faisais, mais aujourd'hui, voilà, ma carrière de joueur de tennis m'a permis d'avoir ces 50 très belles années qui arrivent et qui ont commencé. Allez là. Est-ce que on peut parler peut-être une demi-heure de plus demain ou après-demain? Quand tu veux. Quand tu veux. Demain, je suis sur la route, donc il n'y aura peut-être pas de vidéo. Ça te pose un problème? Non, 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 on peut faire qu'avec l'audio. Moi, je suis sur la route parce que je vais voir mon chantier demain à Nice, là, à Villeneuve-Loubet. Ouais. Et c'est le seul moment pour aller voir les entrepreneurs, tout ça. Donc, si ça te dérange pas, on se fait ça, à 9h30 ou 10h. Je suis avec mardi, je suis avec Christophe Rocus à 9h. Non, mais on peut se faire 11h sinon. On se fait 11h. Non, je suis avec Bruno Rebeu. Tac, tac. Avant 9h, c'est trop short? T'es tranquille en famille? Écoute, je te confirme plus tard. Tout dépend en fait de mon programme là-bas. Si je commence très tôt la journée, très tôt dans la voiture. Donc, Ça je roule. te confirme ça. On se redit. Ok, si je suis pas très tôt, j'essaie de faire l'école aux enfants. Ça marche. Donc, Il est partout, donc putain. voilà, ok. Bah, écoute, les enfants, il y a une priorité quand même. Mais grave. Merci, Ok. en tout cas, Thierry. À plus tard. Ciao, ciao. Salut, à très vite. Ciao, ciao. Est-ce que tu peux me dire la manière dont tu as fait évoluer ton jeu, Thierry, au fil des années pour t'installer un peu le moment où ton jeu était le plus fort et selon toi, qu'est-ce que tu as fait évoluer concrètement? J'étais un joueur puissant, hein. Je frappais très fort dans la base, donc à un moment donné, je frappais très loin. J'avais besoin de temps, les joueurs puissants en général, ils ont besoin de temps. Et quand j'ai commencé à jouer un petit peu sur le fait de prendre du temps aux adversaires, c'est-à-dire de continuer à frapper fort, en m'ajustant plus vite et en préparant plus tôt, évidemment, je donnais moins de temps aux adversaires pour s'organiser. Et surtout, j'avais un très très bon revers, vraiment très bon. Et quand justement j'ai commencé à faire le jeu avec mon coup droit et donc je trouvais plus d'angles et plus de choses, donc on se rejouait plus tôt et faire plus de jeu avec mon coup droit, bah là ça commençait à être intéressant. Là ça commençait à aller vite. Ouais. Et physiquement, tu as toujours bossé un peu comme un monstre ou tu te préparais comment? Bah, je travaillais beaucoup, c'est-à-dire que je passais beaucoup de temps sur le court. J'ai toujours fait partie de ceux qui s'entraînaient beaucoup. Après, j'avais du mal à faire tout ce qui tournait autour de l'entraînement, la récupération, les étirements, la nutrition. Enfin voilà, nous c'était vraiment, on était dans une période d'entraînement beaucoup moins précise en fait. Alors c'était pas il y a si longtemps que ça, mais on faisait tous des footings à la même allure. Tu vois, je veux dire que t'es une VMA de 16 ou qu'il y en a un qui a une VMA de 22, on pourrait tous le matin ensemble. Ouais. Donc il y avait beaucoup moins de précision qu'aujourd'hui. Et donc voilà, oui, c'est vrai que je travaillais énormément, mais c'était pas hyper précis jusqu'à ce que le team Lagardère soit créé. Ouais. Et là, là j'ai commencé à vraiment faire un bond en termes de qualité physique, parce que pour le coup, on faisait du travail qui m'était approprié, qui était vraiment dans ma filière à moi. Ouais. Et c'est là où j'ai fait, en termes de résultats et de constance, mes 2-3 plus belles années, ouais. Est-ce que tu avais des superstitions un peu inexplicables sur le court ou en dehors? Les superstitions, non, mais il s'avère que des fois, quand j'étais un peu tordu, je chantais, en fait. Ok. J'avais une espèce de musique que j'avais en tête, comme ça, et que je me chantais tout le temps. C'est pas de la superstition, c'est un truc que j'essayais de m'enlever de la tête, d'ailleurs, mais je chantais, en fait. J'avais D'accord. toujours une musique ou une chanson. Si jamais j'avais le malheur d'entendre une chanson 5 ou 6 minutes avant de jouer, j'étais mort. Non. Tu l'as gardé Ça tout le temps. m'empêchait pas de jouer, hein, mais ça me prenait la tête, quoi. Donc, quand je vois aujourd'hui des sportifs qui rentrent sur un court avec un casque sur les oreilles, qui sont les pauvres. Oh, les pauvres.
Mais à l'US Open, il passe tout le temps de la musique. Enfin, ça devait te rendre dingue. Ouais, bah, l'US, ça rendait dingue. Et puis, il y a eu de plus en plus de tournois indoor où tu avais de la musique et là, c'était dur pour moi. C'était vraiment dur. Est-ce que Parce que ça m'empêchait pas de jouer, mais j'avais la musique dans la tête. Donc, je la faisais en verlan, enfin, c'était un truc de dingue. Ouais. Et j'arrivais pas, et à un moment donné, j'ai dit, putain, mais merde, arrête. Est-ce que tu avais une bête noire sur le circuit? Bon, ça m'est pas arrivé de perdre un grand nombre de fois contre la même personne, pas parce que je le battais ou parce que je le jouais pas beaucoup, mais non, j'ai pas le souvenir d'avoir un mec où à chaque fois que je le jouais, je promets. Et toi, un mec que tu as particulièrement martyrisé? Il y en a pas qui me viennent là comme ça, il y en a pas qui me viennent. Bon, ça reviendra. Ce type de jeu, tu savais que t'allais gagner, quoi. C'est comme ça, hein. C'est quand même ça, des fois tu gagnes, quoi. Est-ce que tu te souviens? Fort, mais il te dérange pas. Est-ce que tu te souviens d'un malade mental de la préparation physique à ton époque? Un gars qui était vraiment fou de ça, quoi. Bah, c'était pas vraiment de la prépa physique, c'était Flo de Ferrat, en fait. Il passait son temps à faire son yoga, ses étirements, parce qu'il avait une hanche en carton à 12 ans. Ouais. Et en fait, il avait pas le choix, et il faisait entre 3 heures et 4 heures d'étirements par jour. Putain. Et c'est ce qui lui a permis de faire cette carrière incroyable, quoi. Ouais. Parce que si jamais il n'avait pas été avec autant d'abnégation et aussi autant de sérieux physique, ouais. Bah, il aurait eu une carrière qui serait arrêtée à 21 ans, 22 ans. Donc là-dessus, il était assez impressionnant. Ouais. Il y avait Mahut aussi, qui était hyper précis, toujours hyper pro dans ce qu'il bouge, ce qu'il boit. Après, la préparation physique en tant que telle, il y avait un Chiquel qui était capable de faire des glissades à 7h15 du matin au bout de 2 minutes de match. On a quelques-uns, hein, des malades mentaux. Et on a une génération de malades, nous. Alors, je connais pas trop vraiment la nouvelle, hein, mais la nôtre, là, la génération 85-75, là, on était des bonnes générations de psychopathes, quand même. Hein. Les numéros 1 mondiaux, quand tu étais sur le circuit, c'était Sampras, Agassi, hein. Alors, non, moi, c'était, alors, au tout début, c'était Sampras. Après, ça a été oui. Mais Ouais. moi, j'ai pratiquement fait 7 ans avec Federer, Nadal, hein. Ouais, d'accord. Est-ce que t'as... C'est 2000-2010, hein, donc ils sont là depuis un petit moment, les salauds, hein. Ouais. Est-ce que t'as des anecdotes vécues avec eux, Agassi déjà, et puis la génération d'après, et oui, Federer, Nadal, des trucs en dehors du cours, un peu sympas à raconter, qui les humanisent un peu plus que ce qu'on peut voir à la télé, quoi. Bah, Agassi, non. Agassi, il arrivait en tournoi, il venait dans le vestiaire, il se cachait pour entrer dans le vestiaire, il faisait son match, il se barrait, donc il se passait pas de temps comme peuvent le faire aujourd'hui. Ah ouais, pas du tout. Sampras, ouais, il y avait un moment sympa, c'est qu'une période où il se disait je vais essayer de bien jouer à Roland, il était venu s'entraîner 2 semaines à Roland au mois de mai, en fait, au début mai. Il faisait des sparring, il nous prenait les uns après les autres, en fait. Il avait pris Joe, moi, Barlet, Régis Laverne, voilà, il nous prenait les uns après les autres. Ouais. Et bon, bah, c'est vrai que pour le coup, on avait tous battu. C'était assez dingue, hein. On était 400e, moi j'étais 500e mondial, hein. Donc on avait tous battu en entraînement, tous. Ouais. Et on se disait, ah, bah, moi j'ai fait 6-4, bah, moi j'ai fait 6-3. Et après, en fait, on finissait l'entraînement, il s'entraînait avec Papiles, le mec, là, le sud-américain, mais qui a été beaucoup en charge de la Fédé USTA, qui est argentin, bon, je sais plus. En fait, il allait à la salle de gym de l'ancien entraîneur, et en fait, on était avec lui après pendant 2 heures. D'accord. Et le mec, à chaque fois, tous autant qu'on est, il nous disait, putain, mais je comprends pas comment ça se fait que vous soyez 400, 500, 300, 200. Alors que le mec était un mondial. Il dit, mais je comprends pas. Et ben, moi, à un moment donné, comme j'étais venu, je sais pas, moi, j'étais le 8e ou le 9e, donc comme tout le monde disait, bah, attends, il est hyper sympa. Donc, tu vois, t'as un peu moins d'appréhension. Alors, évidemment, Joe, je me rappelle, c'était celui qui avait joué le premier avec lui, qui était tendu comme un string. Et puis, quand il y en a un qui dit, bah, il est sympa, je l'ai battu, l'autre qui dit, ça, il est hyper cool, il m'a donné 2-3 conseils. Dans la salle de gym, il était sympa. Voilà, bah après, bon bah les autres qui arrivent derrière, ils sont un peu plus détendus parce qu'ils ils ont un peu apprivoisé le Sampras, quoi. Ouais. Et ils discutaient comme ça pendant 2 heures et ils disaient, putain, mais je comprends pas, j'ai joué 8 matchs ici, vous êtes tellement forts, mais vous êtes 500, il est peut-être temps que j'arrête, quoi. Tu vois, parce que là, vous me mettez tous débranlés. Et ce qui est marrant, c'est que cette année-là, il fait demi. Putain. C'est l'année où il fait demi, quoi. Ouais. Tu vois, le mec est venu s'entraîner, il en avait rien à carrer, mais ce qui était dingue, c'est qu'il en avait rien à foutre du score, en fait. Il faisait ce qu'il avait à faire, il le répétait,
frappait encore plus fort, il faisait des services volés de plus en plus fort ou de plus en plus lent, il montait à voler de plus en plus loin et tu te disais mais le mec on a rien à carrer en fait, il bosse, il a ses schémas, il a ses objectifs et il en a rien à carrer de perdre contre des gamins de 18 ans qui sont complètement nuls et c'était assez c'était assez dingue. C'était assez dingue. Donc moi évidemment c'était un dieu pour moi et d'ailleurs j'ai la cassette encore. La cassette de ces matchs d'entraînement parce que j'avais fait filmer, j'avais demandé à l'époque, j'avais mes potes à la Fédé, donc j'avais 18 ans, j'avais demandé au mec de la régie vidéo de m'enregistrer parce qu'on avait joué sur le l'endgame. La vidéo encore. C'est bon donc ça. Après Nadal, que de quoi te dire à part te dire que c'est un mec exceptionnel et qu'il est top quoi. Ouais. Il est top, le mec j'ai joué, il avait 16 ans, à chaque fois qu'on se voit, on prend 5 minutes. À chaque fois qu'il me croise, son nom qu'il me croise, il me demande comment vont mes enfants, enfin voilà, comment va la vie. Ah, c'est des gens formidables. Enfin, lui, il est pas formidable. Roger, on a le même âge, donc on se connaît depuis plus longtemps. Ouais. Tu vois, donc à chaque fois. Mais moi, j'ai la chance d'être. Tu vois, j'étais pas un concurrent, donc tu vois, j'étais pas un concurrent direct, donc on pouvait se permettre de discuter 5 minutes. Non, des anecdotes. Après, moi, Rafa, c'est quand même marrant. J'ai quand même joué un double avec lui. Il avait 16 ans, il est arrivé sur le circuit à Lyon. On avait joué un double contre l'Audra Santoro. C'est toi qui allais le chercher ou comment ça s'est passé? Bah non, en fait, c'est que moi j'étais lyonnais et l'oncle il m'avait dit écoute, comme je sais que t'es d'ici, est-ce que tu penses que si tu demandes une wildcard, on peut jouer avec Rafa? Ok. Donc j'ai dit bah ouais, bah si tu veux, ouais, on va jouer ensemble, ouais. et donc voilà, alors bon bah le gamin il jouait là-dessus, hein, alors il savait pas faire de voler ni servir à ce moment-là, mais il avait mis deux trois bonnes. Bah ouais, attends, il avait 16 ans, il arrivait, je crois que c'était son premier tournoi indoor professionnel, je crois. Ah, on partait de loin, ouais. Donc voilà. Et on avait joué le double, on avait paumé, je crois, 7-5, 6-4. D'accord. Et bon, bah après, ce qui est marrant, c'est que je le rejoue 2 ans plus tard, où il est 25e. Et 3 ans plus tard, il gagne Roland, quoi. Ouais, c'est vraiment des mecs, surtout Rafa Roger, c'est un peu différent. Il a tellement de monde autour de lui. Donc c'est un peu différent, mais Rafa, c'est assez dingue, ouais. C'est assez dingue. C'est les mêmes personnes depuis 15 ans. Moi, quand j'ai joué avec lui à 16 ans, c'était les mêmes personnes, le même oncle, le même préparateur physique, le même. Même sport. Ouais, c'est des belles histoires. C'est des belles histoires, ouais. Selon toi, pourquoi Djoko est moins populaire? Il a dû rater le début, je pense. Il a raté le début avec ses abandons, avec son caractère. Je pense qu'il a raté le début dans le milieu des joueurs déjà. Ok. Et puis malheureusement, il arrive après les deux autres, quoi. Donc même, je me rappelle, à un moment donné, on essayait d'avoir bad cop, good cop avec Roger et Rafa, sauf que Rafa est tellement exceptionnel qu'on a arrêté de le faire passer pour un méchant. Tu vois, le pirate, voilà, mais le mec, c'est juste que devant, il a deux mecs indétrônables. Ouais. C'est juste comme ça, on peut rien y faire. Donc entre le fait que je pense qu'il a bien raté son début de carrière en termes d'image, à abandonner, à faire les coups d'asthmatique et tout ce que tu veux. Ouais. Après, où il est rentré dans un sport business où il a bien compris les rouages et tout ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, il est presque parfait, hein. Il parle toutes les langues, il prend le temps, quand tu le croises, il discute, il parle, il échange, il prend des responsabilités, il est top, hein. C'est juste, les deux autres, c'est les dieux, hein. Là, Faut ok. l'accepter, hein. Ouais. Faut l'accepter, hein. Est-ce que quand t'étais joueur, t'étais du genre à préparer, à avoir un préparateur mental? Non. Tu bosses? Non? C'était quoi ta manière à toi de gérer les événements? Pas fait, ma manière à moi, c'était bosser. Et puis j'étais pas un grand stressé en fait. J'ai jamais eu. J'aurais dû, hein. Alors tu vois, que les choses soient claires, hein, j'aurais dû. Ok. J'aurais dû avoir peut-être quelqu'un qui me cadre, qui m'explique un peu, tu vois, des choses à gérer, à faire attention, à pas trop m'éparpiller, tout ça. Mais c'est vraiment une nécessité en fait pour moi. Je préférais être moyen bon un peu partout que voilà, c'était un choix de vie en fait, parce que j'ai pas de leçon à donner ni dire que c'était ça qu'il fallait faire, mais en tout cas moi je me suis épanoui là-dedans. D'accord. À toucher un peu à tout, à être joueur, mais en même temps faire mes conneries à côté. Tu vois, j'ai rencontré ma femme tous les week-ends, je partais au Maroc, quoi. Hein. Parce qu'elle vivait là-bas? Vraiment, tu vois, elle travaillait là-bas et donc il fallait que je
prenais l'avion du lundi matin à 6h15, j'arrivais à 9h30 à Paris et j'étais sur le cours à 10h30, quoi. Hein. C'est mieux, hein. Pas de temps à perdre. C'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux. Donc, tout ça pour dire que j'avais une vision un peu plus globale que certains, quoi. Est-ce que tu peux, Un peu plus globale. est-ce que tu peux nous dire, Ah bah, Nico Coppin, tu peux lui demander, hein. Il est devenu fou, hein. ah ouais, Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, mais c'est pas une copine, en fait. Ça va être ma femme, c'est ma femme. Elle a dit, bon, ok, d'accord, bah, qu'est-ce que je te dis? Il est devenu fou, hein. Il est devenu complètement dingue avec ça. est-ce que tu peux nous dire la manière dont tu l'as rencontré dans le Player Lounge et il paraît que 10 minutes, en 10 minutes, tu savais que c'était la femme de ta vie. Alors, je sais pas comment tu as eu cette information-là. mais ouais, bah, c'est ça qui s'est passé, ouais. C'est ça qui s'est passé. Bah, ouais, c'est ça, en fait. En fait, Bon. tu te retires du tableau parce que t'es blessé au coude, c'est ça? Ouais. T'as rien, tu te dis, tiens, je vais passer dans le Player Lounge alors qu'au final, tu peux pas, normalement, tu pars du tournoi, t'as même pas besoin de passer par là. En fait, j'attends le docteur, en fait. J'attends Ok. le docteur. Et en fait, le doc, il me dit, je peux pas te prendre. Donc, ça traîne, sauf que ça traîne jusqu'à 17h. Moi, j'habite à D'accord. Rueil, imagine Bercy, ça fait un peu de bouchon. Donc, je dis, Ouais. bah, je vais patienter, en fait. Et j'ai patienté. J'ai patienté jusqu'à ce que les bouchons arrivent, quoi. Mais j'aurais jamais dû être là. Ouais. J'aurais jamais dû être là. Et elle, Voilà. qu'est-ce qu'elle faisait dans le Player? Elle avait rien à faire là non plus. Elle avait posé une copine, elle avait rien à faire là. Ah non, mais c'est comme ça, tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Et t'es allé lui parler direct? Presque, ouais. Presque, je vais te la voir, elle était foutue. Elle était morte. Ah, c'est bon ça. Énorme. Énorme. Non, c'est marrant. Très bon. Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné? Ça, je te dis, moi, j'en ai eu 2-3, des bons coachs. Hein, donc, le meilleur conseil qu'un coach m'a donné, ça fait tellement longtemps que moi, je suis coach que de me rappeler ce que m'ont dit mes coachs, c'est pas ça. Ouais. Le meilleur conseil qu'un coach m'a donné, tu vois, je vais te dire un truc, j'en ai eu tellement que je suis incapable de t'en sortir, hein, mais je vais y réfléchir, je te dis. Et toi, quand t'as un jeune devant toi entre 10 et 15 ans qui est en train de se former et qui rêve de devenir pro, selon toi, le message à faire passer, c'est lequel? De garder la flamme, de pas oublier que c'est un jeu, de faire attention à pas voir que ce qui brille et que ce qu'il y a à la télé, c'est-à-dire que le parcours est long, et de garder cette flamme en fait, de se dire que voilà, de leur dire qu'aujourd'hui c'est un projet professionnel qu'ils construisent depuis qu'ils ont 8 ans, donc c'est une vie quand même très atypique, que malheureusement le tennis à 12 ans aujourd'hui est devenu professionnel, c'est-à-dire que tu fais le tour du monde à 12 ans et tu claques 80 000 euros par an pour créer une saison, avec des problèmes financiers, sociaux, parentaux à gérer. Donc, aujourd'hui, des parents qui sont capables d'investir autant d'argent, même si quand on est fort, la fédération aide et des sponsors et tout ce qu'on veut. Voilà, je leur dis de pas oublier que le processus est long et d'avoir une vision un peu plus loin que seulement le match et la gamine ou le gamin qu'on va jouer dans 10 minutes, quoi. Là, on essaye dans cette académie-là, c'est pour ça qu'on a créé ça, d'avoir vraiment des projets de vie, des projets de jeu, en fait. Ouais. On essaye vraiment de créer un espèce de cocon familial. Ouais, j'aime bien dire aux joueurs, alors pas quand ils ont 10-15 ans, mais quand ils en ont 21-22, tu vois, et qu'ils sont pas loin de passer la barre, mais ils y arrivent. J'aime bien leur dire, mais t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, si t'arrivera rien, parce que si tu paumes et que t'arrives pas à passer le cap, t'entraîneras chez nous. Tu viendras bosser avec nous, donc détends-toi, il n'y a pas de stress, quoi. Tu sais que ça a marché 2-3 fois, ça. Hein. Ouais, avec Greg Barrère notamment, non? Ce discours-là, il a marché, ouais. Il a marché avec lui, il a marché avec la Mazine pour qu'il se détende. J'aurais toujours dit, vous inquiétez pas, on en a pour 15 ans. Que ce soit avec le tennis ou ce qui tourne autour du tennis, on va y arriver. Et pourquoi avoir voulu t'affranchir de la Fédé? Pourquoi j'ai voulu m'affranchir de la télé? Ouais, pourquoi faire ton truc dans ton coin plutôt qu'être entraîneur fédéral un peu classique, quoi? Parce que j'ai toujours été très autonome. Très autonome. J'ai toujours eu des gens autour de moi, que ce soit dans le tennis, mais surtout en dehors, très compétents et qui ont toujours créé beaucoup de choses. Je suis d'une famille d'entrepreneurs. Voilà, mon père est entrepreneur, donc j'ai toujours eu
cette vision de l'autonomie et de la gestion de son temps. Parce que voilà, aujourd'hui, moi, quand j'étais joueur, si mon père était pas autonome, allait venir me chercher à l'école à 14 heures pour m'amener à l'entraînement, attendre que je m'entraîne pour me ramener chez moi et bosser le soir. Avec un job normal, on n'a jamais pu le faire. Donc, je pense que j'ai été éduqué avec cette vision d'autonomie totale. Ouais. Et puis voilà, je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai envie de créer des choses, quoi. Et à la fédération, quand tu es entraîneur fédéral, tu crées pas grand-chose. C'est-à-dire que tu as une mission, on te propose des joueurs, on t'impose des joueurs, voilà, tu as N+1, N+2, N+3, N+4, hein. Moi, je respecte ça, sauf que c'est pas pour moi. Et puis, j'étais un peu plus ambitieux que ça, surtout. Voilà, moi, quand j'ai arrêté, j'ai d'abord créé une société d'immobilier, hein. Ouais. Donc, passer de société d'immobilier à avoir 40 personnes et 250 clients, à être entraîneur fédéral, c'était un drôle de cap, quand même. Tu l'as toujours, cette société dans l'IMO? Toujours. D'accord. Ah ouais. Et la all-in, parce que tu joues au poker ou c'est venu d'où le nom? Non, c'est qu'en fait, l'histoire elle est assez simple, hein. J'entraînais depuis 2-3 ans. J'avais la chance que ça marchait. Ouais. Ça marchait bien. Voilà, j'avais des super résultats. J'avais pris Mahu qui était 300e, qui était au fond du fond, ça marchait super bien. J'avais pris Mladenovic qui était 200, ça marchait super bien. J'avais pris Jikel qui était au fond du gouffre. On a vachement bien bossé. Et en fait, moi, j'avais juste un petit souci, c'est que faire les choses seul, ça m'a vraiment jamais intéressé, en fait. Ouais. D'être seul. Même si je continue à tout faire seul, hein, mais ça m'a jamais vraiment intéressé. Et en fait, Nico Copin, ça fait quelques mois qu'il avait démissionné de l'INSEP. Ouais. Et donc moi, Nico, il a été important pour moi. Et en fait, après, il y a eu un moment donné où Nico, ça fait 6 mois qu'il avait démissionné de l'INSEP et Marco Jikel qui a arrêté sa carrière. D'accord. Donc Nico, qui a été très important dans ma carrière parce qu'il est venu me chercher sous une bagnole après mon accident de moto. Ouais. Voilà, donc il a été patient, il m'a aidé, il m'a vite reconstruit. Et Marc Jikel, sans qui j'aurais jamais entraîné, en fait. Projet d'homme, c'est bon ça. Bah ouais. Et puis donc on a commencé ensemble. Donc les deux, ils m'ont dit mais comment on va faire? Je leur ai dit écoutez, vous savez quoi? Faites ce que vous savez faire. Moi, je m'occupe du reste. Et en fait, donc on a commencé à créer une petite structure toute petite au Paris Country Club à l'époque, je me souviens très bien, où on se faisait virer parce qu'on avait réservé des cours en terre. Mais finalement, avec 3 sur terre, on se faisait virer, on a joué sur dur. Donc là, j'ai dit c'est pas possible. Ouais. Et après, très vite, j'en ai récupéré un autre, c'est un pote de toujours, Jérôme Ménel, juste à qui m'a dit oui. Et puis après un autre, et puis après un autre, et puis après un autre, et puis maintenant on a 21 coachs quand même. Génial. C'est bon ça. Et ouais, c'est que de l'humain tout ça, c'est que de l'humain. Alors c'est pas la grande phrase, on est dans l'humain, mais dans les faits ça l'est en tout cas. Ça l'est pas dans les mots, mais ça l'est dans les faits. Ouais. C'est pas hier, c'est tout bête, mais on s'est fait un apéro avec Copin, Rodriguez, De Wilder, Vidou, Jikel, Brezac, enfin voilà, c'est un truc qui est assez unique quand même. C'est bon ça. C'est assez unique, je trouve. T'es directeur du tournoi de Lyon. Qu'est-ce que tu ressens quand il y a ces cours en terre battue dans le parc de la Tête d'Or? C'est quand même incroyable. Alors ça, c'était le plus grand rêve de ma vie. Et c'est finalement la mission la plus difficile. Directeur de tournoi, avec les responsabilités que ça a. Ouais. Les contraintes que ça a. Parce qu'évidemment, vous voyez la belle photo du central sur le parc de la Tête d'Or. Mais je vais te dire un truc, c'est vraiment bien plus compliqué que ça. Ouais. C'est vraiment bien plus compliqué que ça. C'est On a 3 semaines pour créer 4 cours. On crée 4 cours avec l'équivalent en termes de matière, de l'équivalent de 17 terrains de cours de 17 terrains de tennis. Donc on fait l'équivalent de 17 terrains pour en faire que 4. On n'a pas le droit d'avoir de la pluie. On n'a pas le droit de on n'a pas de marge en fait, on n'a aucune marge. Donc c'est vraiment un truc j'ai jamais eu autant peur de ma vie que le matin des qualifs de la première édition où je me lève, j'enlève mes bâches et là j'ai mes 2 cours annexes qui ont explosé pendant la nuit à cause de la pluie. Oh putain. Alors qu'on avait les bâches, qu'on avait tout. Et on s'est retrouvé à commencer les qualifs à 16h alors qu'on devait commencer à 10h.
Ouais. Et que moi, je suis pas simple directeur de tournoi. C'est-à-dire que tous les joueurs qui jouent les qualifs, c'est les mecs que je vois toute l'année. Ouais. Donc les mecs, ils n'avaient pas cette distance qu'ils ont avec un directeur de tournoi. Ils m'appelaient toute la journée, mais Biff, on s'entraîner quand? C'est quoi, truc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Tu m'appelles quand je suis prêt, je suis dans ma chambre, j'attends ton appel. Ah, voilà, c'était assez dingue. Donc voilà, mais ça m'a permis de découvrir des personnes top avec qui je travaille, avec Kojol, tout ça, c'est top. Et tu continues Voilà, du coup? ça m'a permis de... Ah, ouais, je continue plus que jamais, ouais, bien sûr. Ok. Ça, je ne ferai pas, ça. C'est ça qui est bon. Joe demande pourquoi tu sacrifies autant ta famille pour lui. Il demande ça, Joe? Ouais. Et quand je lui ai dit que tu étais très protecteur, il a dit que tu avais le boulard. Pourquoi je sacrifie autant ma famille pour lui? Ouais. Alors, je considère que je n'ai pas le sacrifié. Malheureusement, le job d'entraîneur, c'est ça. C'est voyager, c'est être à disposition des joueurs. Après, j'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit, d'avoir fait beaucoup d'efforts, plus qu'un entraîneur classique peut-être. S'il avait été plus autonome et plus fort, peut-être qu'il n'aurait pas eu d'autant d'attention, donc tu pourrais lui remettre dans la gueule aussi. Voilà, peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'autant d'attention s'il avait été plus autonome et que tout n'avait pas été à construire ou à reconstruire. Ok. Donc voilà. Mais je suis pas sûr qu'il puisse se plaindre, cet enculé. Meilleur souvenir sportif avec Joe, c'est lequel? Ah bah c'est Toronto, hein. La plus belle pilule de notre carrière, hein. C'est bon ça. Lui, il est fini, moi je suis un coach en carton. Et voilà, et bah, il a fait ce qu'il a fait. Tu dis que t'es un coach en carton parce que tu commences ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Bah non, mais parce que je me faisais critiquer. Enfin, je sais pas si tu te souviens de cette période-là. J'avais une double page dans l'équipe quand même en disant que j'étais un manipulateur, que Joe était pas ambitieux, que je n'avais pas d'expérience, que si, que ça, que truc. Je m'étais fait défoncer. Après, oui, j'avais une double page dans l'équipe. Hein, c'est pas neutre quand même. Ouais. Pour un mec qu'on appelle pendant toute sa vie, toute sa carrière, Auguste les bons tuyaux, qui est toujours là pour tout le monde et de passer pour la vermine de service, c'était assez spécial comme choc. Ouais, t'as l'ascenseur. Donc voilà, donc après, bah, qu'il fasse ce qu'il a à faire, qu'il fasse son Toronto, qu'il gagne tous les tournois qu'il a gagnés, sa Coupe Davis, on a fait 2-3 trucs sympas quand même. Et je t'ai coupé, t'allais dire un truc, je sais pas ce que c'est. Bah non, mais parce qu'à un moment donné, tu sais comment c'est. Voilà, aujourd'hui, quand t'entraînes des joueurs corrects, il n'y a pas de souci. Quand t'entraînes des joueurs plus forts, tout le monde a envie d'être à ta place, en fait. Ouais. Voilà. Sauf que les gens comprennent pas que quand t'es dans le privé, c'est les joueurs qui viennent te chercher. Donc si un joueur vient te chercher toi plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a des raisons. Donc plutôt d'essayer de t'éclater ou de te déchirer toute la journée ou de te critiquer, bah il faut juste qu'ils se posent la question pourquoi c'est pas eux qu'on est venu chercher en fait. Mm. Tu vois, c'est ça que des fois les gens comprennent pas dans ce milieu-là, c'est que si c'est pas eux qu'on vient chercher, c'est qu'il y a une raison en fait. Et ils n'ont pas l'humilité pour pour se poser cette question-là, je pense certains. Aujourd'hui, c'est que tu dois provoquer le désir parce que les gens désirent travailler avec toi parce qu'ils considèrent que soit tu es compétent, soit tu es une bonne personne, soit tu es la bonne personne à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le privé, quand on peut entraîner des top joueurs ou des top joueuses, bah, c'est que c'est eux qui, voilà, en fonction de ce qu'ils imaginent de toi, ou bah, ils imaginent que ça peut les aider dans leur vie, dans leur carrière, tout ça. Voilà, après, il y a des erreurs, hein. Il y en a qui font des erreurs, hein, mais... Joe, pour revenir à lui, sa plus grosse qualité, tu penses, en tant que joueur de tennis, c'est laquelle? Bah, c'est contrairement à ce qu'il veut faire croire, le tennis c'est plus fort que lui, en fait. Tu vois, quand il essaye de faire croire qu'il prend de la distance, que tout va bien, qu'il est tranquille, qu'il se prend pas la tête, je pense que c'est un compétiteur hors pair. Et que c'est un hyper ambitieux. C'est un hyper ambitieux de la qualité de jeu, c'est un hyper ambitieux de son niveau de jeu, c'est un hyper ambitieux de résultats, de victoire. Bah, j'ai une anecdote très marrante, hein, quand même. L'année où, pour moi, l'année où il a le mieux joué, en fait, c'est 2007, l'année où il a eu son fils, 2007. Ouais. 2017. 2017, ouais. Où il gagne, où il fait demi à Montpellier, il gagne Rotterdam, il gagne Marseille. Après, il s'arrête parce qu'il y a son fils. Derrière, il s'envoie à Lyon. Ensuite, il s'envoie à Anvers, il fait finale à Vienne. Et la finale de Coupe Davis derrière. Tu vois, donc il a gagné comme 5 titres cette année-là. C'est pas neutre. Cartonné, ouais. Il a gagné 5 titres, il a eu son fils.
Donc, c'est quand même pas neutre. Ouais. Et ben, il me dit, si je gagne pas la Coupe Davis, ce sera une année ratée. Donc, il s'est retrouvé à faire une année avec 5 titres, son fils et la Coupe Davis. Ouais. Il était pas content. Parce qu'il n'avait pas gagné le match décisif. Donc, nous, coach, on est obligé à un moment donné, de faire attention à ce qu'on dit, tu vois, d'essayer pour le coup, d'un moment donné, le valoriser, de dire que ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais on peut pas l'empêcher d'avoir ce moteur-là, en fait. Et les quelques failles que tu peux encore améliorer en tant que coach, c'est lesquelles? Pour lui ou pour moi? Pour lui? Bah, les failles aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a plein. Alors j'ai envie de te dire, j'aurais préféré qu'ils viennent me chercher aujourd'hui avec 5 ans d'expérience de plus. Voilà, parce qu'en même temps, faut être honnête, hein, même si j'avais eu des très bons résultats avant et que j'avais déjà fait filles, garçons, jeunes, vieux, enfin tout ce que tu veux. Voilà, aujourd'hui, j'ai bien plus de compétences qu'à l'époque. Donc j'ai envie de te dire que mon seul regret, c'est d'avoir eu un projet aussi beau professionnellement et affectivement trop jeune dans ma carrière de coach. Ouais. Mais c'est peut-être ça qui va me permettre de prendre une retraite anticipée aussi. Mais quelles sont les failles sur lesquelles je peux jouer? Non, je pense que c'est plutôt des leviers, c'est-à-dire continuer à prendre du plaisir pour le temps qu'il lui reste à jouer, de garder cette ambition-là et d'arriver à décider de son arrêt, en fait. Vraiment, tu vois, c'est vraiment dommage l'année dernière, avec tous les efforts qui ont été faits pour revenir dans les 30 premiers, de bien finir à Bercy, bah, il s'est rendu compte que finalement, malgré l'année difficile et tout ce qu'il a traversé, à la fin, il l'avait complètement oublié. Donc, c'est pour ça que de recommencer l'année par une blessure, c'est pas évident, quoi. Donc, hâte que ça reprenne, mais après, aujourd'hui, on a tellement de choses en commun, tellement de projets, tu vois, donc on prend de la distance, même si on reste très ambitieux sur les résultats et les motivations et l'ambition de victoire, quoi. Comment est-ce que tu penses pouvoir t'améliorer en tant qu'entraîneur encore? Bah, écoute, j'ai la chance aujourd'hui d'entraîner 2 monstres, que ce soit Richard ou que ce soit Joe. Ouais. Donc, bah voilà, c'est quand même une chance de dingue. Hein. Je suis pas sûr que ça doit arriver à beaucoup de monde d'avoir cette chance-là. Donc, d'avoir 2 joueurs qui ont une connaissance du jeu aussi parfaite, parce que si tu prends les qualités de l'un et les qualités de l'autre, tu te rapproches quand même pratiquement de la perfection de la vision du jeu. Bah, donc, c'est voilà, d'essayer de continuer d'apprendre à leur côté, tout en essayant de leur apprendre 2-3 trucs que j'ai moi. Tu vois, c'est voilà un espèce de mix, parce que je suis dans une période de leur vie et de leur carrière où je suis plus vraiment dans la formation, en fait. Ouais. Mais dans le détail, on est dans voilà, ils ont une base qui est assez exceptionnelle. Et moi, je suis plutôt là pour voilà, rajouter un peu de thé, un peu de poivre de temps en temps, mais moi, c'est assez voilà, j'apprends aussi tous les jours à leur côté. Si ça vient pas d'eux, ça vient d'un joueur avec qui on s'entraîne, la façon dont ils s'entraînent. Donc rien qui me permette, moi, d'être à leur côté dans des grands tournois pour jouer des grands champions sur les plus grands cours du monde, bah, j'apprends tous les jours, en fait. Et Bruguera? Je suis un entrepreneur, mais je suis comme un entrepreneur au tennis, c'est quand même quelque chose qui me tient par la passion et par le vide, hein. Sinon, je serais resté dans l'immobilier bien comme il faut. Voilà. Et Bruguera qui a accompagné Richard aussi? Bruguera, bah écoute, moi j'ai tout fait ce qu'il fallait pour qu'il vienne dans l'équipe avec Joe. Ok. Je te disais, j'ai essayé pendant assez longtemps par la carrière de Joe de ramener des anciens champions dans la structure entraînement, en fait, pour essayer de nous aider, de partager son expérience. Aujourd'hui, voilà, Joe, tu vas pas échanger son jeu à 34 ans. Par contre, essayer de lui rapporter des petits détails d'expérience, des petits détails de jeu. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, quand tu as gagné, ils ont des choses supplémentaires. Alors, ils ont peut-être les anciens champions, ils ont peut-être pas l'énergie que moi j'ai au quotidien à donner 10 heures de mon temps et toute l'humilité, et toute l'énergie que je peux donner, mais c'est des choses qui sont précieuses aussi pour eux. Et je pense qu'avec Sergi, on a trouvé quelqu'un de super. Après, la question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu le prendre 3-4 ans avant voilà, ça c'est. Après, on peut toujours se poser ces questions-là, mais en tout cas, pour moi, c'était important de rappeler ce genre de profil sur 10, 12, 15 semaines. Là, tu te gares. Non, je me gare pas, c'est que je suis tombé sur un abruti qui a pas son télépéage. Et là, D'accord. je marche arrière au péage. Pour terminer l'entretien, l'interview, Thierry,
j'ai quelques questions de fin. Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie? Un livre? Non. Tu lis pas? Si, je lis beaucoup, mais j'ai rien qui m'a marqué ma vie. Moi, j'ai des gens, beaucoup de gens, beaucoup Ouais. de discussions, des films, des reportages, mais pas de livres en fait. Ah bah alors Moi, le dis-moi. fameux livre que tout le monde peut lire à 15 ans, la fête intérieure, des choses comme ça, là. À partir du moment où on est des millions à le lire, je peux pas croire qu'on soit des millions à faire la même chose derrière. Donc, Ouais. par contre, oui, moi j'ai eu pas mal de chance sur les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Ouais. Et voilà, c'est plutôt eux qui m'ont aidé à évoluer, à m'inspirer. Voilà, moi, quand tu as des entraîneurs comme Nico Copin ou comme Jérôme Potier pendant 5 ans chacun, et que tu vois leur passion du tennis, bah ça t'inspire. Quand t'as quelqu'un autour de toi qui dans le business part de rien et qu'aujourd'hui c'est un monstre et qu'il a gardé ses valeurs, cette vie familiale, ses amis, bah voilà, ça t'inspire. Moi, c'est plutôt des trucs comme ça qui m'inspirent, pour être honnête. D'ailleurs, tu me parlais d'un mentor à toi qui était notaire. Vous vous êtes rencontrés comment? Ouais. Bah, moi, j'ai joué à la Coupe Davis en fait à Metz. Ouais. Et moi, j'étais très proche de Julien Bouter, qui était un des seuls joueurs professionnels qui prenait le temps de jouer avec les petits joueurs comme nous. En même temps, il était bien content. J'étais le seul à vouloir jouer à 7h30 au CNE à Paris. Donc voilà, et un jour, bah voilà, il trouvait que j'étais bon, que j'avais du potentiel, et il m'a dit, écoute, dès que tu commences à bien jouer, je te présenterai un mec qui pourra t'aider pour construire ta vie professionnelle de reconversion. Alors j'avais que 19 ans, hein. Ouais. Et aujourd'hui, bah, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'on bosse ensemble et qu'on fait plein de trucs ensemble et qu'on aide d'ailleurs beaucoup de joueurs, beaucoup de sportifs aussi. Donc voilà, donc pour moi, ça c'est des trucs importants. Énorme. C'est les mêmes personnes qui sont aujourd'hui autour de moi qui l'étaient il y a 20 ans. Le film, du coup, le référence, c'est lequel? Bah, et Rocky, les amis, hein, comme tout le monde, quoi. Rocky, quoi. Le concert le plus... Le 1, le 2, le 3, le 4, voilà. Tous. Le concert le plus ouf auquel t'es assisté? Notre-Dame de Paris, ça te forme, ça, hein, Notre-Dame de Paris. C'est vrai? Ce que ça veut dire, quand le mec commence le temps des cathédrales et que tu pleures, c'est que t'as gagné. Mais je suis un affectif, moi. J'ai créé une société de comédie musicale, c'est pas pour rien. Ah ouais, t'as créé une société de comédie musicale, sérieux? Va sur Internet, tape-even.com. Tu vas voir, Okay. là, tu vas vraiment te dire que je suis un malade mental. Qu'est-ce que le Thierry d'aujourd'hui, quels seraient les mots du Thierry d'aujourd'hui au Thierry de 20 ans, pour le driver un peu? Change rien. Très bien. Ça ira. Ça ira. Voilà, voilà quelque chose de concret. Est-ce que tu as une citation, Thierry, que t'aimes bien? Non, ça j'ai pas. Est-ce qu'il y a, hormis Julien Bouter, une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir? Alors Julien, il peut te dire beaucoup de conneries et il a une vision tellement déjantée et à côté du tennis qu'il peut te faire marrer et qu'il va voir, il va te dire que des choses opposées aux miennes. C'est ça qui est drôle. Ah ouais, c'est bon ça. Qu'est-ce qui peut être... Ah bah Julien, bah oui, tu l'as déjà entendu commenter Julien. Ouais. C'est fabuleux, mais en même temps tu te dis putain mais il est tellement fou celui-là. Donc Julien, Julien Bouter, il peut te faire un truc top. Marco Giquel, tu l'as déjà fait? Ouais, j'ai fait avec Marc et Nico Copin. Nico m'a entraîné quand j'étais à Mouratoglou quand j'avais 13 ans. Et c'était très cool de faire un épisode avec lui, ouais. Il y en a un qui peut être très sympa. Ouais. Qui était un ancien joueur et qui est complètement parti et que je commence à remettre dedans, là, c'est Stéphane Matteux. Ok. Tu vois qui c'est, Stéphane, ou pas du tout? Non. Stéphane, c'est un mec qui a été première série, qui Ouais. aujourd'hui est le directeur sportif de Winamax des joueurs de poker, D'accord. mais qui adore le tennis et qui joue dedans, et que moi, je fais un peu rentrer dans la all-in, là, pour justement faire un peu des leçons de management, tout ça. Ça peut être intéressant d'avoir cette vision du tennis Carrément. un peu plus extérieure. Carrément. Ouais. Il y a une plateforme de tennis via Winamax, là. C'est ça, hein? Ouais, commenté par Varley et Mélin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue, Thierry, pour terminer? Ah, moi, juste, déjà que ça continue comme ça, c'est déjà assez dingue, quoi. Ok, super. Bah, grand merci d'avoir pris le temps, en tout cas, et peut-être à une prochaine. Ouais, salut! Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci Biff pour ta franchise et ton partage. Soyez proactifs dans vos décisions et dans votre vie. C'est ce que Thierry dit à ses joueurs et que l'on peut tous appliquer à notre échelle. Ça a été fulgurant pour lui au moment de sa blessure au poignet. Cette prise de conscience l'a propulsé top 100
Alors n'attendons pas d'être au pied du mur pour prendre conscience de notre potentiel. Pense à récupérer dès maintenant le conseil coaching numéro 1 de BIF, qui est également riche d'enseignements. Thierry a été top 100 et a notamment entraîné Richard Gasquet, Joe Tsonga ou encore Hugo Humbert. C'est le premier lien dans la description et il peut sincèrement t'aider dans ton jeu, dans ton management, dans ta vie, peu importe. C'est un vrai conseil qui a de la valeur. Et si toi aussi tu veux exploiter ton potentiel, tu peux profiter de notre 11e masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya. C'est un honneur d'avoir pu enregistrer ce nouveau cours de plus d'1 heure avec l'ancien numéro 5 mondial et finaliste de Roland Garros. La masterclass est dédiée à la gestion des émotions sur un cours de tennis ainsi qu'en match, sous pression. Maya, sa femme, est coach thérapeute et leur complémentarité est une force pour traiter ce sujet en profondeur. C'est l'opportunité de retrouver du calme dans ton jeu, de développer la notion de plaisir même dans les moments chauds et d'accéder à ta zone mentale, cet état de pilotage automatique qui te permet de pleinement performer. Henri et Maya font une dizaine d'interventions d'entreprise par an, en se servant notamment de la finale ratée à Roland et du comeback de Lecomte en Coupe Davis 91 pour comprendre, exemple à l'appui, comment se remettre en question, gérer son mental et mieux exploiter son potentiel. Tu vas te régaler et apprendre considérablement sur la gestion de tes pensées sur et en dehors du cours, je te le garantis, c'est du petit lait. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la 10e et les 9 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. A noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Donc plus d'excuses pour aller chercher ces 2 classements devant toi. Et si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci de nous soutenir. Vous êtes plus de 30 légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant et si tu ne l'as pas encore fait mais chaque semaine tu y penses, fonce parce que ça fait une réelle différence pour continuer ce projet et l'inscrire dans le temps. Tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou alors en tapant Tennis Légende Podcast, Tipeee, T-I-P et 3E dans Google et tu devrais trouver. Voilà, merci beaucoup. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant Tennis Légende au moment d'écouter le podcast. C'est le moyen de faire connaître notre contenu. Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire avec un avis sur Apple Podcast, 5 étoiles sur cette plateforme ainsi que sur Spotify et sur YouTube avec un commentaire. Je me régale de vous lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais à continuer. Enfin, le bouche à oreille, notre arme fatale, pense-y pour m'aider à faire grandir ce projet. Envoie l'épisode à tous tes potes de club, abonne-les sur toutes les plateformes, prends leur téléphone en soirée et montre-leur comment ça marche. C'est le meilleur moyen pour faire grandir la communauté d'auditeurs et c'est hyper important pour nous, pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner ce petit coup de pouce supplémentaire semaine après semaine. Merci beaucoup. Merci à Bruce qui nous a écrit sur Apple Podcast. On a l'impression de tailler le bout de gras avec chaque interlocuteur. Top. Si possible, diminuer le nombre de putain dans les questions. Sinon, bonne continuation. C'est vrai que j'ai ce tic que j'essaye de corriger. J'en ai d'autres aussi, mais bon. On verra si j'y arrive à l'avenir en tout cas. Mais merci d'avoir pris le temps pour le commentaire. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max_Zamora_TL. Je réponds à tout le monde, c'est toujours hyper cool d'échanger entre nous en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.